Salut à tous, Jérôme pour WeAreFPV. Cette année, pendant mes vacances, au lieu d'utiliser ma GoPro, j'ai filmé avec le AirUnit O4 Pro de DJI et ça m'a permis de basculer d'un setup 6 pouces, voilà, que j'utilisais habituellement pendant mes vacances, en rando, à la montagne, etc., à un setup en 3,5 pouces, qui du coup est beaucoup plus discret et beaucoup plus léger, et ça c'est quand même très souvent un énorme atout. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la qualité des vidéos produites par ce O4 Pro. Elles n'ont pas spécialement à rougir face aux vidéos que je tournais avec ma GoPro, à condition bien sûr d'optimiser son utilisation pour en tirer le meilleur, et c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va faire une passe assez rapide sur les prérequis matériels et logiciels, les différents réglages, et on va surtout s'intéresser au fameux profil de couleur d'Elogem 10 bits qui fait son entrée dans nos AirUnit. Avant de commencer, pour que les choses soient claires, je ne me prétends absolument pas expert en étalonnage ou en montage vidéo. D'ailleurs, ce serait même plutôt l'inverse. Et justement, si vous êtes comme moi, les quelques astuces qu'on va voir aujourd'hui devraient vous aider à obtenir de bien meilleurs résultats dans le cadre d'un usage cinématique qu'avec les réglages par défaut, et ce, sans trop se prendre la tête. On va commencer par évoquer les prérequis concernant la machine. Donc évidemment, il vous faudra une machine saine, donc bien réglée, du moins qui ne vibre pas. L'aspect réglage ici des PID est assez secondaire, si vous n'avez pas des arrênettes pour du vol cinématique, c'est pas vital. Par contre, il ne faut pas déjà que vous ayez de vibrations à la base sur votre machine. Un paramètre très intéressant de Betaflight que on va pouvoir utiliser dans notre cas d'usage, c'est le Dynamic Idle. Alors si ça vous intéresse, on a fait une vidéo récemment sur la chaîne qui rentre vraiment en détail sur le fonctionnement du Dynamic Idle. Par contre, c'est très technique, donc ça va pas forcément vous intéresser, en tout cas dans le cas de la cinématique. On vous mettra quand même le lien sous la vidéo si vous voulez y jeter un coup d'œil. Mais ce qu'il faut retenir dans notre cas, c'est que le Dynamic Idle permettra d'améliorer la stabilité de votre drone et d'avoir des coupures de gaz plus propres avec une gestion du ralenti plus consistante. Par exemple, si vous voulez à la montagne ou à la mer avec beaucoup de vent, ça va être intéressant d'augmenter un petit peu le Dynamic Idle pour avoir une meilleure résistance aux perturbations. Mais attention, par exemple, pour des gros dives à forte dose, le Dynamic Idle va avoir tendance à vous rapprocher un peu plus rapidement de la paroi ou à vous en éloigner selon le sens du drone. Donc voilà, c'est vraiment à adapter selon vos usages. Le second point, comme DJI le recommande depuis la sortie du O3, parce que c'est effectivement écrit dans la notice, même si on les lit pas forcément, c'est le réglage des ESC. Il est impératif de régler la fréquence PWM à une fréquence supérieure à 24 kHz. Par défaut, souvent nos ESC arrivent en 24 kHz. Donc assurez-vous d'être au-dessus. Moi, de toute façon, je recommande de toujours se mettre en 48 kHz. C'est quand même le meilleur moyen d'avoir le minimum d'emmerde et d'avoir un bon comportement. Voilà. Mais vous pouvez aller plus haut, vous pouvez mettre une fréquence variable si vous le souhaitez, mais en tout cas, il faut démarrer à partir de 48 kHz, quoi qu'il arrive. Troisième point, n'hésitez pas à utiliser un filtre ND, à adapter évidemment selon les conditions de lumière. Là, quand il fait assez beau, moi j'ai tendance à mettre sur du ND8, voire ND16. Mais là, j'étais en ND8 là, pour ces vacances. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a beaucoup de lumière, le filtre ND va permettre de limiter la quantité de lumière qui atteint le capteur. Et ça va donc lui permettre de rester ouvert un petit peu plus longtemps pour prendre chaque image. Et grâce à ça, on obtiendra un flou de mouvement plus naturel. Si vous n'avez pas de filtre ND et qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière avec des nuages très blancs par exemple qui réverbèrent beaucoup la lumière ou sur la neige, vous risquez d'avoir une sensation un peu de manque de fluidité, de micro-saccade dans l'image. Voilà, c'est pas très agréable à regarder, donc vraiment le filtre ND c'est très pratique pour ça, entre autres. Alors chez DJI, moi j'utilise du coup souvent des filtres ND qui sont 2 fois moins forts qu'avec la GoPro. Je ne sais pas si d'autres personnes ont aussi remarqué ça. Là où j'utilisais du ND16 chez GoPro, j'ai plutôt tendance à utiliser du ND8 chez DJI. En tout cas, c'était vrai avec mon Action 2 et avec le O3 et le O4. On va maintenant faire une petite passe sur les réglages de la caméra du O4 Pro. Alors on va basculer, j'ai fait un petit DVR pour vous montrer un peu en live à quoi ça ressemble. On va se mettre comme ça. Donc vous allez dans le menu des lunettes, vous allez dans paramètres, vous descendez ensuite dans caméra, voilà. Et là, voilà, vous avez certains réglages à faire. Ils ne sont pas tous bons forcément sur mon écran, mais on va les prendre en détail ensemble. Alors déjà, premièrement, on va vouloir se mettre en 4K et il faudra se mettre en 60 images par seconde. La raison à ça, c'est que si on va être en 4K
et qu'on n'est pas en 60 images par seconde, on ne pourra pas choisir le ratio, la proportion d'images en 4/3. Et ça, le 4/3, c'est vraiment important. Ça permet d'exploiter déjà toute la surface du capteur de la caméra Duo 4 Pro, et ça va aussi permettre de faciliter la stabilisation en post-prod, comme on va le voir dans quelques instants. Donc voilà, proportion 4/3, qualité vidéo 4K 60 fps. Au niveau du FOV de la caméra, c'est ici très important de se mettre en large. Si vous vous mettez en ultra large, vous n'aurez pas les données gyro sauvegardées avec votre vidéo, donc vous ne pourrez pas faire de stabilisation en post-prod. Voilà, donc mettez-vous bien en large. Veillez à désactiver la stabilisation interne du Duo 4 Pro, donc c'est Rocksteady, donc voilà, assurez-vous que ce soit désactivé. Ensuite, ça peut être intéressant de mettre une limite sur les ISO. Plus les ISO montent, donc plus ça va permettre d'éclaircir une image sombre. Par contre, ça va faire une image plus bruitée, donc c'est une image qui n'est pas très jolie. Donc ça peut être intéressant de la verrouiller à une valeur assez basse, autour de 400-800 €. Si vous êtes sûr évidemment que vous allez voler voilà, dans des zones bien éclairées. Là moi j'avais laissé par défaut, vous voyez, j'y ai pas touché là pendant les vacances et bon bah, par défaut je sais que les ISO se sont pas envolés, mais du coup ils peuvent varier. Ça peut être quand même un petit peu gênant. Moi j'ai fait avec. À vous de voir ici ce que vous voulez faire. Ensuite on va descendre un petit peu plus bas et on va pouvoir accéder au réglage avancé de la caméra. Paramètres de caméra avancés. Vous entrez dedans et ici c'est là où on va trouver le fameux réglage pour les couleurs et il faut absolument ici se positionner en D-Log M. L'autre option par défaut c'est le mode normal, donc là c'est DJI qui va appliquer tous ces algos automatiques. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, et c'est vraiment très important, c'est presque le sujet principal de cette vidéo, c'est de se positionner avec un profil de couleur D-Log M. La netteté, vous laissez sur 0. Augmenter la netteté, c'est jamais une bonne idée de le faire à la volée ici. Si vous voulez augmenter la netteté, vous pouvez le faire en post-prod. Parce que là, si vous l'augmentez trop, vous ne pourrez pas baisser la netteté en post-prod, ça ne marche pas dans ce sens-là. Donc voilà, laissez bien ça sur 0. Et voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel des réglages ici les plus accessibles. Après, il y a quelques subtilités, d'autres réglages un peu plus avancés qu'on peut atteindre. Je vais vous montrer. Quand vous êtes de retour sur le flux FPV, vous pouvez tirer un menu en bas sur vos lunettes et vous allez retrouver des paramètres qu'on a vus là, mais aussi d'autres. Typiquement, ici, vous allez pouvoir verrouiller la vitesse d'obturation si vous en avez envie. Donc ça peut être intéressant. Et c'est aussi un autre point très important, si vous voulez verrouiller la balance des blancs. Et ça, c'est recommandé. Vous voyez, moi, je ne l'ai encore pas fait. Je ne suis pas très sérieux, je n'applique pas mes propres conseils. Mais la prochaine fois, je le ferai. Donc si vous voulez verrouiller la balance des blancs, ça peut se faire normalement par ici. Et le reste, c'est des réglages qu'on a déjà vus. Alors juste, on a vu la plupart des réglages importants, mais il y en a juste 2 ou 3. Je pense qu'il faut savoir faire ici des choix pour maintenir aussi un flux FPV exploitable. Parce que c'est bien le problème avec les O3 et les O4 Pro. C'est que ce qu'on enregistre, c'est aussi ce qu'on voit. Donc là, par exemple, le fait de passer sur un profil D-Log M, on va avoir une image beaucoup moins contrastée, beaucoup plus terne. Et ça peut être dérangeant, on va moins voir les branches d'arbres, etc. Pour piloter, c'est un peu moins confortable. Alors, pour voler en extérieur, faire du cinématique, c'est pas spécialement gênant. C'est pour ça que je me suis permis de le faire. Mais voilà, il y a certains réglages qui peuvent être impactants. Donc je pense notamment à la limite des ISO. Si vous savez que pendant votre ligne, vous allez voler à la fois sur des endroits très clairs, mais dans des endroits très sombres. Si vous limitez les ISO à une valeur très basse, vous allez avoir une image super sombre et vous n'arrivez peut-être même pas à piloter. Donc il faut faire attention à ça. C'est pareil, l'expo manuel, ça va avec. Si la vitesse de l'obturateur, vous la verrouillez à quelque chose de relativement faible, voilà, dans certains cas, l'image peut être trop sombre et ça va pas être confortable à piloter. Et inversement, si vous gardez votre obturateur ouvert trop longtemps, vous allez avoir un flou de mouvement désagréable dans le retour FPV. Donc c'est pas forcément gênant pour la vidéo, mais pour le retour FPV, on est un peu moins fan de ce flou de mouvement. On a bien réglé notre drone et notre caméra, donc maintenant on va pouvoir aller faire nos vols et ramener des vidéos. Et de retour à la maison, la première étape, ça va être de passer par de la stabilisation pour avoir des mouvements qui sont bien fluides et bien plus agréables à regarder. Alors évidemment, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la stabilisation interne du Duo 4 Pro, donc Rocksteady. On le recommande pas spécialement. Si vous avez la possibilité de faire de la stabilisation en post-prod, c'est toujours mieux pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà ça va être plus efficace parce que la stabilisation Rocksteady en temps réel, elle tient compte juste de l'image précédente pour essayer de stabiliser le mouvement. En post-prod, elle s'appuie sur le passé,
mais le logiciel s'appuie aussi sur le futur et sait quelles images arrivent après. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de stabiliser. Et en plus, en post-prod, on va pouvoir faire varier tous les paramètres de stabilisation. Si vous voulez des vitesses de zoom plus ou moins fortes, de la stabilisation plus ou moins forte, etc. Ça va être beaucoup plus souple. Donc voilà, on recommande vraiment de faire une stabilisation en post-prod. Et pour faire ça, on va passer sur le logiciel Gyroflow. Alors Gyroflow, hein, vous le connaissez probablement déjà, hein, c'est un logiciel open source qui va permettre de stabiliser des vidéos à partir de données gyroscopiques. Alors c'est pas un tuto sur Gyroflow, hein, on va aller très très vite, mais de toute façon moi j'y passe quand même vraiment très peu de temps. Vous allez commencer par choisir les fichiers que vous voulez stabiliser. Et ce qui peut arriver avec le 4 Pro, c'est qu'il a tendance, quand les fichiers deviennent trop gros, je sais plus, à partir de 3 Go 5 ou 4 Go, ou 3 minutes, je ne sais pas comment il découpe. En tout cas, il a tendance à vous découper les fichiers en plusieurs morceaux. Là, moi, c'est le cas là. Sur ce vol, en fait, j'avais deux fichiers. J'en ai 001 et 002. Et en fait, c'est le même vol. Donc, vous pouvez en profiter quand vous allez faire la stabilisation à demander à Gyroflow à ce qu'il vous recolle les deux fichiers pour avoir un fichier unique. C'est quand même beaucoup plus, plus agréable hein, pour la suite des traitements. Donc, moi, je sélectionne ici mes deux fichiers qui m'intéressent, que je vais vouloir stabiliser, et je les dépose ici dans Gyroflow. Donc il détecte, hein, vous avez ouvert plusieurs fichiers, qu'est-ce que vous voulez faire, et je vais dire que je veux les fusionner en une seule vidéo. Donc voilà, ça prend quelques secondes à quelques minutes, et ensuite, bon, on garde, oui, je garde les fichiers originaux, et ensuite il ouvre le fichier unique dans Gyroflow, et il applique déjà une stabilisation d'aperçu avec les réglages ici qu'on a par défaut, et vous pouvez ici déjà lancer la lecture pour voir à peu près ce que ça donne. Voir déjà si vous détectez des problèmes ou si la stabilisation a l'air d'avoir fait son boulot. Voilà. En règle générale, ça marche plutôt bien. Alors moi j'ai tendance, hein, honnêtement je me prends pas trop la tête, j'ai tendance à laisser un peu les réglages par défaut. Enfin, je crois qu'ils sont par défaut. Je vous laisse voir ce que j'ai réglé. Je suis ici par défaut en stabilisation, j'ai un lissage à 50%, un zoom limite à 120%, une vitesse de recadrage à 4 secondes et une correction de la lentille à 100%. Voilà, donc là on voit que j'ai pas de vibration. Si jamais vous apercevez que vous avez quelques petites vibrations après stabilisation, bon ça sent pas très bon honnêtement, mais ce que vous pouvez quand même tenter de faire, c'est qu'ici vous pouvez aller à gauche dans les données de mouvement et vous pouvez activer le filtre passe-bas. Donc c'est un peu comme dans Betaflight, hein. Vous allez donner une fréquence de coupure et en gros il va en tout cas en théorie filtrer toutes les vibrations qui dépassent cette fréquence. Alors par défaut il se met à 50 Hz, bon, des fois ça peut marcher. Avec ce réglage j'ai un peu de mal à comprendre parce que des fois ça fait le taf, des fois il faut descendre à des fréquences super basses, carrément jusqu'à 2, 3, 4, 5 Hz pour avoir des résultats. Mais bon, normalement, si on se met à 5 Hz, on devrait filtrer toutes les fréquences supérieures. Et il m'est arrivé dans certains cas, en me mettant par exemple à 25 ou 30 Hz, d'avoir de meilleurs résultats qu'en me mettant à 10 Hz. Ouais, j'ai un peu du mal à comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, si vous avez des vibrations, vous pouvez toujours essayer de jouer sur ce réglage et tenter différentes fréquences. C'est pas garanti que ça marche, mais des fois ça marche très bien. Donc voilà, c'est un peu un coup de poker, ça peut peut-être vous sauver des lignes, voilà, bon, c'est bon à savoir. Bon, en tout cas, une fois que vous avez fini tous vos réglages, hein, il suffit de lancer l'export ici de votre fichier stabilisé. Au niveau des options, hein, si vous avez un GPU, donc une carte graphique qui fait de l'accélération matérielle, vous allez gagner un temps énorme hein, au niveau de l'encodage. Alors ils disent que la qualité elle est moins bien quand on encode avec le GPU, j'arrive vraiment pas à voir la différence à l'œil nu. Et ça fait gagner un temps énorme. Si vous devez le faire avec le CPU, ça va être beaucoup plus long. Voilà, mais bon, j'ai rien de plus à ajouter, l'utilisation de Gyroflow. Mais si vous voulez en savoir plus hein, sur l'utilisation de Gyroflow, il y a déjà pas mal de tutos sur internet, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Avant de lancer le logiciel de montage vidéo, on va parler rapidement du D-Log-M 10 bits. Donc le D-Log-M, c'est un profil d'image conçu pour choper un maximum d'informations dans les hautes et les basses lumières, là où les algorithmes automatiques d'un profil, comme le profil normal hein, du 4 Pro, vont considérablement dégrader votre image. Si vous ouvrez vos vidéos enregistrées avec le profil D-Log-M, vous aurez une image qui apparaît très aplatie, donc avec peu de contraste, des couleurs assez ternes et une apparence vraiment fade hein, quand vous la lirez sur votre écran. Mais pas de panique, hein, ce n'est pas de la mauvaise qualité, c'est juste une image brute qui est volontairement neutre et qui contient en fait beaucoup plus de données qu'on va pouvoir utiliser dans la suite des traitements. Je vous affiche ici un petit résumé des différents profils de couleurs
qu'on a sur les caméras assez classiques de chez DJI. Donc vous avez le profil standard ou le profil normal, je pense qu'on a dans le O4 Pro, qui va être un profil qui va être par défaut très contrasté, avec des couleurs très saturées et qui vous laissera aucune flexibilité en post-prod. Vous ne pourrez pas rattraper des ciels qui sont brûlés, donc qui sont blancs. Vous ne pourrez pas déboucher des ombres qui sont complètement bouchées, donc qui sont toutes noires, où vous voyez plus le moins de détails dans les ombres. Voilà, vous serez hyper limité. Par contre, voilà, c'est un peu, ça claque un peu, ça ne demande pas d'effort. Et voilà, souvent, ça charme l'œil, mais en réalité, il y a quand même pas mal de pertes de données là-dedans. Ensuite, on a le profil dessiné-like. C'est quelque chose qu'on retrouve sur l'Action 2, qu'on retrouvait sur le O3. C'est un profil qui est un peu comme le flat de chez GoPro, donc qui va autoriser un peu plus de flexibilité en post-prod. Donc là, on va avoir des contrastes qui sont moyens, qui sont beaucoup moins forts qu'avec un profil standard, des couleurs plus douces, et on aura plus de possibilités pour retravailler les images en post-prod. Et enfin, on a le profil D-Log-M qui a été introduit dans les Air Unit avec le O4 Pro. Donc là, le contraste va être encore plus faible, les couleurs vont être encore plus neutres. Par contre, la flexibilité en post-prod va être excellente. Vous pourrez beaucoup plus retravailler vos couleurs, les hautes lumières, les basses lumières, les contrastes, etc. Alors c'est bien d'avoir une image brute qui contient plein d'informations, mais pour qu'elle s'affiche correctement sur un écran, on va devoir la convertir dans une norme de couleur utilisée dans la vidéo HD, et cette norme, c'est le Rec 709. Donc le Rec 709, il définit comment les couleurs, la luminosité et le contraste doivent apparaître sur des écrans standards, donc des télés, vos smartphones, l'affichage sur YouTube, etc. Et cette transformation donc du format brut des logs vers le Rec 709, on va pouvoir le faire grâce à une lutte de conversion DJI D-Log-M vers Rec 709. Les luttes LUT pour Lookup Table, ce sont, comme l'indique leur nom, des fichiers qui contiennent une table de correspondance qui va permettre de modifier les couleurs d'une image ou d'une vidéo. Et là, c'est très simple, la lutte dont on a besoin, c'est tout simplement directement DJI qui nous les fournit. Il suffit d'aller sur le site. Hop, je monte là. On est sur le site de DJI dans le centre des téléchargements. Et il faut aller sur la page des luttes pour la gamme DJI O4 Air Unit des Log-M vers Rec 709 et on télécharge la lutte. Donc là, c'est un fichier .cube. Alors faites attention, si vous êtes sur Mac, vous récupérez ce fichier. Si vous êtes sous Windows, passez bien sur l'onglet Windows et vous téléchargez ce fichier et on va l'utiliser dans quelques instants. Pour la suite, et d'ailleurs la fin de cette vidéo, on va basculer sur DaVinci Resolve. Alors pourquoi DaVinci? Parce que c'est l'un des meilleurs logiciels de montage vidéo et que la version gratuite est déjà très complète. Donc voilà, vous tous qui suivez cette vidéo, vous pouvez vous le fournir gratuitement et légalement, et vous pourrez faire tout ce qu'on va faire ici. Dans le monde du gratuit, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville, et même dans le monde professionnel, de nombreux vidéastes basculent dessus. Alors comme pour Giroflow tout à l'heure, cette vidéo c'est pas non plus un tuto sur DaVinci, donc je considère que vous savez déjà créer un projet, y ajouter quelques médias, créer une timeline et déposer vos médias sur la timeline, et que vous savez en gros comment on va dans les menus pour la gestion des couleurs. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. On va pas aller beaucoup plus loin que ça, rassurez-vous. Quand vous créez un projet, assurez-vous quand même de vérifier là dans les paramètres au niveau de la gestion des couleurs que vous avez bien ici ces réglages là. Donc DaVinci YRGB là pour le Color Science. Et pour le reste, du Rec 709 Scène. Donc, alors ça, c'est sous Windows. Je crois que sur Mac, si je dis pas de bêtises, il y a un Rec 709 A, je crois. Bon, je vous laisse vérifier, mais voilà. Sur Mac, ne paniquez pas si vous ne trouvez pas ça. Vous avez un équivalent qui fait la même chose. Là, du coup, j'ai ouvert un petit projet à moi qui était un petit projet des vacances avec quelques lignes à la montagne. Et on va juste utiliser quelques exemples. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à DaVinci la lutte qu'on a téléchargée tout à l'heure sur le site de DJI. Donc pour ce faire, il faut vous rendre dans la partie Color Management, ici, c'est la petite rosace de couleur ici. Et vous allez, alors si ça ne s'affiche pas, vous cliquez là-haut sur lutte, et il va ici vous afficher toutes les luttes que vous avez qui sont intégrées dans DaVinci. Alors, on ne va pas pouvoir la glisser directement dans DaVinci, en tout cas moi ça ne marche pas. Donc pas de panique, vous faites un clic droit ici sur les luttes, vous faites Open File Location, hop, et vous vous retrouvez ici sur le répertoire où sont stockées les luttes de DaVinci, et vous allez aller dans DJI, parce que c'est du DJI, et vous prendrez votre lutte, le point cube qu'on a téléchargé tout à l'heure, et vous le faites glisser tout simplement dans ce répertoire.
Donc là, c'est le DJI O4 Air Unit Unit Series DLogem 2 Rec 709. Et voilà, vous le mettez là. Et une fois qu'il est ici, vous pouvez peut-être faire un petit refresh ici. Et si vous allez dans le DJI, ben, vous le verrez, il est juste ici. Donc voilà, là, on a notre lutte de conversion qui est prête à être utilisée. On va revenir sur du côté du montage. Là, j'ai une timeline de test vide. Voilà, j'ai créé une timeline vide. On va aller dans le jour 1, on va prendre la première vidéo. On va pas se fatiguer. Hop. Donc une fois que vous avez rajouté la vidéo qui vous intéresse dans la timeline, on rebascule sur la partie étalonnage. Et ce que vous allez faire ici, voilà, on a différents nœuds et sur chaque nœud, on peut appliquer différents réglages colorimétriques. Et alors, me demandez pas pourquoi, apparemment la lutte, faut l'appliquer, c'est ce que disent les tutos, sur la dernière étape qui est appliquée à l'image. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une recommandation. Bon, en tout cas, du coup, je le fais, je vous invite à faire pareil. Donc on va tout de suite rajouter un deuxième nœud et on va faire add node et add node série, donc un node sur le même chemin, donc juste derrière. Et là, on a un deuxième node qui est apparu. Et ce qu'on va tout simplement faire, c'est on va prendre notre lutte DJI, prenez bien celle du O4, et on va la faire glisser sur le deuxième nœud qu'on vient de créer. Hop. Et voilà. Et automatiquement, là, DJI, il sait exactement quelle correction appliquer pour revenir sur des couleurs proches de la réalité, proches de ce qu'on avait réellement en face des yeux quand on a filmé. Donc vous voyez là, la lutte, elle est activée, elle est appliquée, j'ai des couleurs beaucoup plus sympas. Si je désactive la lutte et que je réaffiche le fichier brut, vous voyez, c'est beaucoup plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas contrasté, c'est terne, voilà, il y a très peu de détails dans les couleurs. Et à partir du moment où on active la lutte, on récupère beaucoup plus de données. Vous voyez, même les ombres, voilà, il y a des ombres, mais on voit quand même le détail ici dans les ombres. Et voilà, et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Une fois que vous avez ça, vous avez la meilleure image que vous pouvez récupérer de votre O4 Pro. Ensuite, évidemment, vous allez pouvoir faire votre étalonnage, votre color grading. Et alors là, par contre, je suis absolument nul. Donc, c'est pas moi qui vais vous donner des super conseils. Il y a plein de gens, plein de vidéastes qui font ça très bien sur Internet. Mais en tout cas, voilà, ces effets, on va les appliquer dans des nœuds précédents ou sur le premier nœud. Moi, généralement, je mets tous mes micros effets parce que je fais pas grand-chose. Sur le premier nœud, j'aime bien rajouter booster un peu les couleurs. Je crois que je mets autour de 15. J'aime bien rajouter aussi un peu de saturation, alors sans forcer. Généralement, je mets 60, pas beaucoup plus. C'est même déjà pas mal, 60. Voilà. Et vous voyez déjà, si je désactive mon petit color grading sur ce nœud, voilà. Bon, je ne sais pas sur YouTube ce que ça va donner. Moi, sous mes yeux, là, c'est un peu plus terne quand même. Et là, c'est un peu plus vivide, on va dire. Et si je désactive ça, et que je désactive ça, voilà, on revient à l'image très terne du début. Donc vous voyez quand même, il faut qu'on a remis les deux, il y a quand même une sacrée différence. Évidemment, si vous trouvez que les tons foncés sont un peu trop marqués, par exemple, vous pouvez décider de relever un petit peu l'image en utilisant le lift et en bougeant la roulette. Et là, vous voyez, ça se voit sur le spectrogramme, on voit qu'on remonte un peu ici. Et ouais, là, on assombrit, et voilà, là, on peut remonter un peu les couleurs. Bon, moi j'aimais bien comme ça, même peut-être un peu plus sombre. Par contre, les tons moyens, ici les gammas, ça peut valoir le coup de les remonter un petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus, avec un peu plus de peps. On peut mettre à 2 par exemple. Et les tons clairs, je ne vais pas spécialement y toucher. En plus, on n'a pas spécialement ici sur cette partie d'image. Des fois, quand il y a des ciels, bon, là, ça peut être intéressant d'y toucher. Bon, là, j'ai pas de ciel ici. Et si voilà, l'image, là, on voit peut-être un peu plus la différence avec mon color grading perso. C'est un bien grand mot. Encore une fois, je ne suis pas du tout expert. Et si on désactive tout, encore une fois, le color grading et la lutte de DJI, voilà. On a ça, c'est très terne. Donc voilà, en gros, comment travailler une fois que vous êtes arrivé à un color grading qui est pas mal et que vous pensez que vous allez pouvoir le réutiliser d'ailleurs sur toutes les séquences de votre vidéo. Alors soit vous pouvez faire un copier-coller sur la timeline et coller uniquement la couleur, soit vous pouvez extraire le color grading de votre image. Vous faites grab style, hop, ça vous le met là. Et ensuite, vous faites glisser vos options de color grading sur chaque clip et ça va automatiquement appliquer les traitements qu'on a fait là sur tous vos clips. Et j'ai fait une petite version qui montre ce que ça donne quand on part de la version brute et ce à quoi on arrive après être passé par les différentes étapes qu'on a vues là. Je vais vous mettre quelques passages en grand écran pour mieux voir et que vous ayez vraiment conscience de ce qu'on arrive vraiment à récupérer en termes de couleurs et de contraste à partir de ce format DLogem 10 bits. Donc à droite, vous avez la version après étalonnage et à gauche, la version brute. Donc, vous voyez quand même, il y a vraiment une grosse différence.
on va mettre d'autres endroits dans la vidéo. Là par exemple le ciel était nuageux avec des nuages très fins et très blancs, des fois qui laissaient passer un tout petit peu de bleu. Et ça, si j'avais utilisé le profil classique, hein, j'aurais eu un ciel tout cramé, un ciel tout blanc, et j'aurais eu aucun détail. Donc là, si vous regardez, encore une fois, j'espère que YouTube sera pas trop dur avec moi, mais voilà, on voit des nuances hein, dans le ciel, et on arrive à les faire ressortir en post-prod. Donc c'est là hein, vraiment que la force du Delogame se voit. Et alors peut-être que ça aurait été intéressant, j'étais avec un filtre ND8, hein, peut-être que là, un filtre ND16 aurait été un peu plus approprié. Bon après honnêtement le ciel était quand même à l'œil nu, c'était quand même relativement blanc. Donc là au final je suis quand même assez content d'avoir pu récupérer tout ça. C'est pareil, si vous regardez vraiment toutes les nuances de vert qu'on arrive à récupérer, alors que pourtant le format brut hein, il paraît pas terne, hein, on dirait presque un vert grisâtre, un peu dégueu. Et au final on arrive à récupérer plein de subtilités de couleurs très facilement. Voilà, là aussi, hein, c'est flagrant, les différences de vert. Là, c'est intéressant. Là, on a à la fois du vert et on a un peu du ciel avec le soleil de face en plus, hein, qui n'est pas facile à gérer. Donc là, on voit qu'en brut, hein, bon, toujours pareil, c'est très terne. Par contre, quand on passe après étalonnage, on arrive quand même à récupérer pas mal de détails dans le ciel hein, et de couleurs qu'on arrive à travailler hein, très facilement. Bon voilà, je vais arrêter de vous embêter avec mes vidéos de vacances. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être un lien pour télécharger la vidéo qu'on vient de voir, donc avec le format brut des Delogame d'un côté et en même temps la vision après étalonnage, pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la qualité qu'on arrive à récupérer grâce au Delogame. Plutôt que là, au travers de YouTube, hein, qui dégrade quand même fortement la vidéo et qui rend pas forcément justice aux capacités là, de ce format. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors c'est pas le genre de sujet hein, que je traite habituellement. Généralement je fais des choses un peu plus techniques et en plus je suis pas du tout expert sur le domaine. Hein. Donc vraiment le but c'était de vous donner des petits tips pour profiter un peu mieux du O4 Pro. C'est pas de vous apprendre à être vidéaste parce que c'est pas mon travail du tout et ni mes compétences. Pour revenir très rapidement en quelques secondes sur le O4 Pro, voilà, si on reste quand même un petit peu déçu du O4 Pro pour un usage freestyle avancé, en particulier en bandeau, à cause de toujours du même problème, hein, cette limitation au 1080p si on veut profiter du 100 fps en 4 tiers. Par contre, ces capacités pour du vol cinématique nous ont vraiment impressionnés. Déjà, hein, à l'époque, le O4 Pro venait un petit peu titiller nos action cam sans pourtant vraiment les inquiéter. Cette fois, avec le O4 Pro, elles peuvent commencer un petit peu à suer. Si ça vous a plu, pensez à nous soutenir avec un petit pouce vers le haut et à vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne. Et je vous dis à bientôt, c'était Jérôme pour We Are FPV.